Merci beaucoup. Et en fait, je ne devrais pas vous remercier parce qu'après une telle introduction, on peut être que déçu alors, hein. Alors je vais essayer de faire comme les Suisses et essayer de vous décevoir en bien. Voilà. Donc, faut-il mériter son greffon? Et on est là pour, en une vingtaine de minutes, voir quel est le système de répartition. Je suis absolument confus et désolé de n'avoir pu assister à tous vos travaux ce matin pour cause de grève SNCF. Et donc, s'il y a des éléments qui sont redondants par rapport à ceux que vous avez pu voir sur le plan philosophique ou essentiel ce matin, vous voudrez bien m'en excuser. Finalement, la grève, c'est un sujet sensible et on se rend compte que finalement, ça fait l'objet d'assez peu de débats en France. Alors on peut dire que c'est parce que la question est résolue par la greffe et par la loi, parce que la loi qui impose la règle de l'équité dans le journal officiel, il est indiqué que l'Agence de la biomédecine, elle est garante et elle est chargée de l'équité de la transplantation. Jusqu'à ce qu'on peut aussi se dire que de nouvelles questions, potentiellement liées à la loi elle-même, peuvent se poser. Le contexte est connu, il y a une pénurie d'organes, bien que l'on n'aime pas ce mot de pénurie, on peut parler de déséquilibre entre les besoins et puis les demandes, il y a un nombre croissant d'indications, il y a une diminution des donneurs grâce à la prévention et à la baisse de l'accidentologie routière, et aussi de comprendre que le vieillissement des donneurs et des receveurs risque de conduire sur une impasse. Alors, quand on est un peu en difficulté, qu'on essaie de retrouver le nord, eh bien, on reprend nos points cardinaux, notre nord, sud, est, ouest, et les 4 points cardinaux de l'éthique médicale. Ben, d'abord, c'est la bienfaisance. Il faut que je fasse le bien, et faire le bien, ça s'étend à l'obligation de juger des bénéfices et des risques de mon action. Donc, lorsque je vais changer un score ou modifier un score, ben, finalement, quelles sont les conséquences bénéfiques attendues, quels sont les risques de dévoiement possibles pour essayer de mesurer et de prendre la décision bonne. La non-malfaisance, c'est le deuxième principe cardinal. La non-malfaisance, ce n'est pas un simple synonyme ou équivalent de la bienfaisance. Je peux dire que je peux décider de faire une surdose de morphine à un patient qui est en fin de vie et qui se tord de douleur dans le but légitime de mettre fin à ses douleurs, mais je n'ai pas le droit de faire ça. Au nom de la non-malfaisance, je ne peux pas tuer ce patient. Donc, c'est différent de la bienfaisance. Respect de l'autonomie des patients, des familles, de l'entourage, respecter, garantir l'indépendance du patient d'influence extérieure possible. Et puis enfin, justice, avec une attitude juste, honnête, équitable envers le patient ou les différents acteurs du possible conflit éthique. Cela étant dit, on comprend que les 4 outils, que les 4 principes ont le même poids, même si on a des différences culturelles qui peuvent apparaître en Europe continentale. On a plutôt tendance à privilégier la bienfaisance, alors que nos amis nord-américains, états-uniens, anglo-saxons plutôt protestants, bénéficient de l'autonomie. Quand je regarde Dr House à la télé, il dit, tiens, ils ont résolu ce conflit éthique en privilégiant l'autonomie. On n'aurait peut-être pas fait tout à fait la même chose en France, où on a une vision de la bienfaisance un peu différente. Ce qui est intéressant dans la question d'aujourd'hui, c'est que finalement, le quatrième principe, celui de la justice, est peut-être celui qui est de mise ou à considérer de manière un peu plus attentive pour nous dans ce début d'après-midi. Et j'espère que je ne suis pas redondant avec la dimension philosophique entre la différence entre l'égalité et puis l'équité. On pourrait dire que ces 3 petits garçons là qui veulent regarder le match de baseball et donc sont chacun sur une boîte de savon, sur une caisse, ils sont égaux. Bon, ça c'est l'égalité. Mais l'égalité, c'est pas la justice. La justice, ça serait que le grand qui n'a pas besoin de caisse, il donne au plus petit pour qu'il puisse voir la même chose. Et on voit bien que l'égalité, ça ne veut pas forcément dire de la justice. Et Victor Hugo disait, qu'y-a-t-il au-dessus de la justice? Réponse, l'équité. Alors, justice, si on s'intéresse à la justice, ça veut dire que le premier élément, bien sûr, c'est la non-discrimination. Et c'est le Code international d'éthique mondiale de l'Association médicale mondiale qui va dire « je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie, d'infirmité, de croyance, etc. ou tout autre critère s'interpose entre mon devoir et mon patient ». Quand on a parlé tout à l'heure de déséquilibre entre besoin et puis apport, et qu'on parle de mot de pénurie, on n'aime pas ça parce que pénurie, ça veut dire marché noir. Et l'équité, elle s'oppose par principe à une considération de marché noir. Et dans l'équité, on va devoir faire un petit tour sur l'équité horizontale et l'équité verticale. L'équité horizontale, c'est la justice distributive, c'est des cas identiques doivent être traités de façon semblable et les ressources de santé doivent être distribuées selon un principe d'équité, à la queue comme tout le monde.
Maintenant, si jamais j'ai un vrai déséquilibre et que je ne peux pas assurer ce à la queue comme tout le monde, et ben, qui est la liste d'attente. La liste d'attente, c'est le recours au déroulement du temps pour effectuer le tirage au sort. J'attends. Je peux aussi avoir un tirage au sort qui finalement la garantie d'égale chance d'obtenir le bien convoité et puis précieux. Au tout début des années SIDA, il y avait la monothérapie antirétrovirale, il y avait l'AZT, puis après est apparue une bithérapie. Et les laboratoires Abbott, malgré toute leur puissance industrielle, ne pouvaient pas fournir suffisamment de médicaments pour pouvoir assurer la demande, parce qu'on avait bien vite compris que la bithérapie était préférable à la monothérapie. Les médecins ont commencé à essayer de réfléchir à des règles de distribution. Dans quel cas est-ce que l'on peut donner ce double traitement plutôt qu'un seul traitement au malade le plus grave ou au contraire le malade le moins grave, etc. Et les associations de patients, très vite, ont dit, ben non, finalement, l'élément le plus juste, c'est le tirage au sort. C'est s'en remettre au hasard, parce que tant il est difficile d'établir des critères de discrimination positive, eh ben, allons sur le tirage au sort. Donc l'équité horizontale, à la queue comme tout le monde, c'est quelque chose qu'on voit qui est extrêmement prégnant, et un enfant de 4 ans comprend très très bien ça. Les grands singes, les grands primates comprennent aussi très très bien. Si on fait des expériences de psychologie cognitive et qu'on rémunère des primates, ils appuient sur le bon buzzer pour pouvoir avoir leur banane. Si jamais on induit une injustice avec un primate qui va être surrécompensé par rapport aux autres, et bien les autres râle et donc intègre ça. Donc on a une sorte de tréfonds pour la justice qui est très ancien et qui est très ancré en nous. Équité horizontale. L'équité verticale, elle est différente de l'équité horizontale. L'équité verticale est de dire seuls des cas légitimement différents doivent être traités différemment. Et c'est la société qui décide de qu'est-ce que ça veut dire légitimement différent. Si jamais je fais les courses dans un supermarché le samedi après-midi et que j'ai que 3 items dans mon petit cabas, je suis légitimement différent de la famille qui a le quasi bourré. Et peut-être que la société va dire qu'elle reconnaît cette différence légitime et va mettre une caisse pour avoir moins de 10 articles. Mais c'est une décision politique. On a décidé qu'il faut favoriser tel ou tel élément et que c'est différent. Donc un cas différent est traité différemment, et donc c'est le degré de discrimination positive ou de action affirmative, selon que le concept vous plaise ou ne vous plaise pas. Donc le degré de discrimination positive souhaitable afin de réduire l'écart entre les plus démunis et le reste de la population. Et on comprend tout de suite que le degré de correction de ces inégalités va rentrer en conflit avec l'efficience. Et une vie, ça vaut une vie. Mais quand j'ai un choix cornélien, qu'est-ce qui est le plus juste ? De rajouter une espérance de vie par une greffe, je vais rajouter 10 ans à un patient qui a déjà 50 ans, ou rajouter 5 ans seulement à un patient qui a 40 ans seulement. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux choisir? Et là, on peut entrer dans des arguties talmudiques pour dire, oui, mais lui, il n'a que 40 ans, donc c'est à lui qu'il faut. Oui, mais lui, le greffon va durer 10 ans, donc il va avoir une optimisation et une efficience qui est bien plus grande. Et on voit que cet élément-là s'entrechoque. Donc, quand on ne sait pas, finalement, on va faire appel soit aux philosophes, soit aux économistes. Les économistes, pour eux, il y a 3 types de critères pour juger du bien fondé de l'allocation de ressources rares. On est exactement dans cette dimension-là. Premièrement, est-ce que l'allocation est efficiente ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle permet que les membres de la collectivité retirent le maximum de bien-être des ressources utilisées ? Et là, le maximum de bien-être, ça va plutôt pour, à partir du moment où on a une ressource rare qui est le greffon, c'est de le donner pour que ce greffon dure, entre guillemets, 10 ans, plutôt qu'il ne dure, entre guillemets, 5 ans seulement. Donc, est-ce que c'est efficient? Est-ce que c'est équitable? Comment se répartissent les coûts et les avantages des activités de soins entre l'individu? Et en quoi cette répartition, elle est juste ou pas? Il suffit qu'un dise ça n'est pas juste pour qu'on puisse au minimum l'écouter et instruire le dossier et puis savoir quels sont les arguments pour, arguments contre. Et puis, troisièmement, qui m'intéresse vraiment, qui est notre sujet cet après-midi, les mécanismes implicites ou explicites. Et j'insiste sur le implicite ou explicite, parce que l'éthique, bien souvent, c'est le passage de l'implicite à l'explicite. Un patient arrive, je prends ma décision, je vais faire ça. Oui, mais pourquoi je fais ça? Parce que c'est évident. Pourquoi est-ce que c'est évident? L'éthique force à se documenter, à rechercher quelles sont les raisons, quels sont les faits, quelles sont les émotions, quelles sont les valeurs qui m'expliquent cet implicite. L'éthique, c'est le passage de l'implicite à l'explicite.
Donc les mécanismes qui président à cette allocation de ressources sont-ils légitimes? Et donc les processus de décision sont-ils socialement acceptés, sont-ils socialement acceptables? Et on voit bien que la décision ne revient pas au seul politique, elle ne revient pas au seul expert, elle revient au peuple. Et donc, de ces recherches de critères, finalement, deux questions découlent naturellement. Et la seconde question, c'est si pénurie il y a, on vient de le voir, quelles sont les stratégies les plus efficientes, équitables et légitimes pour y remédier? C'est ce qu'on vient de voir. Mais c'est que le premièrement, c'est quels sont les critères qui servent de fait aujourd'hui à cette répartition? Est-ce qu'ils sont efficients? Est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce qu'ils sont légitimes? Est-ce que maintenant, la situation est considérée comme juste et considérée comme bonne? Oui, très bien. Non ou pas sûr, il faut que je réfléchisse. Et finalement, c'est toute l'attention sur quelle introduction ou quelle modulation de critères médicaux je vais faire pour garantir au mieux cette équité verticale, parce qu'on a bien vu qu'elle est très complexe, elle est compliquée, elle est complexe, alors que l'équité horizontale, la liste d'attente, le tirage au sort, c'est entre guillemets facile. L'équité verticale, ça rajoute de l'humain, ça rajoute des émotions. Et dès lors que je rajoute des critères, ça coince, potentiellement. Si on prend l'exemple américain du Nord, aux USA, la population noire, 31% du total des malades, parce qu'il y a une surreprésentation de l'hypertension artérielle et donc de l'insuffisance rénale chronique, donc 31% du total des patients ne reçoit que 22% des organes cadavériques. Donc, avec une attente plus longue, un peu plus d'1 an pour les noirs, que pour les blancs, un peu plus de 6 mois. Cette différence est objectivement compréhensible si l'impact des systèmes HLA est fort, ce qui va guider le pronostic de la greffe. Où cette distinction est inacceptable en termes de justice sociale, c'est-à-dire remise en cause de l'équité horizontale, si l'impact HLA est faible. Et on comprend bien que si la relation nombre d'HLA et pronostic existe, la question devient un problème d'équité verticale. Jusqu'à quel point faut-il prendre le risque de greffer des organes à des receveurs pour lesquels le pronostic de succès est plus faible du fait d'une moindre compatibilité, et donc risquer d'abaisser la performance de tout le système, afin de ne pas défavoriser les patients noirs? Et dans le New England Journal of Medicine de cette semaine, il y a un article qui est très intéressant et qui montre que finalement, qui prend le parti de faire des greffes dans des systèmes qui sont HLA incompatibles et qui montre que ça marche très bien finalement. Donc ça ne marche pas si mal que ça. Donc c'est une vraie question. Et puis au passage, qui est noir? Pourquoi catégoriser les personnes? Quand j'entends Barack Obama, c'est le premier président noir aux États-Unis. Ouais, son père est noir, sa mère est blanche, donc finalement il est autant noir que blanc, non? Il est métis, mais il est noir. On est dans une logique de principe de justice, de Rawls, qui disait quelle est la justice? La justice, c'est juger une situation en fonction du niveau d'utilité de la personne la plus mal lotie. Quelle est l'action sur le plus vulnérable, sur le plus faible, en disant qu'une distribution égalitariste de tous les biens n'est ni possible ni souhaitable. Rappelez-vous les 3 petits gamins avec leur caisse en bois. Et donc finalement, je dois viser à ce que les différents biens sociaux, les greffes d'organes, les impôts, les aides sociales, les aides à l'école, etc., les différents biens sociaux, soient plutôt distribués en vertu de raisons différentes, par des agents différents, à des personnes différentes, de telle sorte qu'aucun groupe, aucune catégorie de personnes ne soit dominant d'une sphère à l'autre de la vie sociale. Et c'est finalement ce que les médecins, les experts, les politiques, vous, avez réalisé sur la partie greffe. Et si on prend l'exemple d'une attribution locale, on a une combinaison d'équité horizontale. Le malade qui a la plus grande ancienneté de dialyse, et pas simplement le malade qui a la plus grande ancienneté d'inscription à la greffe, parce que si jamais je fais dialyse pendant 10 ans et puis inscription de greffe, finalement par rapport à un autre malade qui démarre sa dialyse et qui est inscrit tout de suite, il pourrait être péjoratif, pourrait être pénalisé. Donc ancienneté de dialyse, équité verticale, malade le plus immunisé, et puis efficience attendue avec la meilleure compatibilité HLA, tout en sachant que les avancées de la science peuvent à chaque fois remettre ces éléments en cause et que ces scores et que ces règles doivent être discutées en permanence. Parce que, comme on l'a vu, conjuguer justice et efficacité, ça peut être difficile quand les cas se
contredisent. Faut-il attribuer un organe au receveur dont la vie est menacée à très court terme, dont on sait que les chances de succès après greffe sont réduites, ou au contraire au malade dont les chances de succès de la greffe sont très grandes, mais qui peut survivre encore quelques mois. Et donc pour le moment, on est dans des règles qui sont finalement simples, acceptables. Le conseiller Michaud, en 99, avait dit qu'il fallait élaborer des règles qui soient compréhensibles en français standard par l'ensemble des citoyens. Et on comprend que les règles d'attribution doivent être universelles, c'est-à-dire nationales, transparentes, c'est-à-dire publiées. Kant disait ne fais rien que tu ne puisses écrire, c'est-à-dire ne fais rien que tout le monde ne puisse voir. On n'a pas le droit de cacher, on n'a pas le droit de mentir. Donc, universelle, transparente, irréversible. On ne peut appliquer que les règles validées actuellement. Je n'ai pas le droit de faire d'entorse à ces différentes règles. Si la règle est mauvaise, on change la règle, soit, mais je dois appliquer la règle telle qu'elle est actuellement. Et si je modifie, alors finalement si je modifie, je ne m'avance pas sur l'amendement Jean-Louis Touraine, hein, mais si je modifie une règle, si je modifie une loi, ben finalement il y a un processus, je dois faire le constat d'un problème sur le terrain, une analyse indépendante du problème, proposer des modifications, discuter, avoir un accord avec les collèges d'experts, pour la greffe validée par le conseil médical et scientifique de l'Agence de la biomédecine, puis par son conseil d'orientation, l'instance éthique de cette institution, et puis enfin homologation ministérielle. Donc on a vraiment une logique du bas vers le haut, bottom-up, et pas un truc qui serait top-down, qui viendrait comme ça, et bien c'est comme ça, je décide de changer. C'est pas très cool. Et c'est ce que l'on obtient, ce qu'on peut discuter sur les règles actuelles. Par exemple, finalement, pour assurer l'équité, la justice, l'efficience, les règles actuelles vont dire il y a une priorité s'il y a une urgence ou s'il y a des difficultés particulières d'accès, parce que le patient est légitimement différent. Il est légitimement différent parce que sa vie est menacée à très court terme, c'est une super urgence, ou alors la possibilité d'obtenir le greffon est très faible, parce qu'il est hyper immunisé, parce qu'il y a des groupes rares, etc., ou alors parce qu'il y a des enfants, et en France, on a décidé politiquement qu'il y avait une priorité pédiatrique, parce qu'on a décidé que l'âge pouvait être un facteur bénéfique. Bon, chose que d'autres pays en Europe n'ont pas forcément fait. En Suisse, l'âge ne compte pas. Donc le patient de 85 ans qui est sur liste d'attente depuis 5 ans a prééminence par rapport à la jeune mère de famille de 25 ans qui a 3 enfants, parce que l'âge ne compte pas. Et le score RAN tente d'assurer équité, efficacité, équité, ancienneté d'inscription sur la liste d'attente, durée de dialyse, difficulté d'accès, efficacité, différentiel d'âge donneur-recevoir, compatibilité HLA. Donc finalement, quelles leçons en tirer potentiellement? Eh bien, on se rend compte qu'il y a une nécessité constante de faire évoluer les règles de distribution parce que la science change, parce que la société change, parce que la vision du public et son attente changent aussi. Donc, nécessité de faire évoluer les critères de distribution par les avancées scientifiques, par est-ce que la composition de liste d'attente change ou pas, est-ce que tel score ou tel critère que l'on a induit entraîne une surreprésentation ou une sous-représentation de tel ou tel, est-ce qu'on modifie les conditions d'accès au greffon, changement socio-économique, etc. Et puis des règles éthiques, parce que l'amélioration de l'égalité d'accès à la greffe a été fixée comme un programme prioritaire au niveau du Conseil de l'Europe, tout comme est le volet de la répartition des greffons, et si on peut dire un mot de l'attribution du greffon local pour les greffes de rein. Je crois que la question n'est pas encore débattue parce qu'elle est peut-être d'essence plus difficile, parce qu'elle concerne tout un système. Elle concerne le décideur, bien sûr, le préleveur, bien sûr, le greffeur aussi, le patient, et puis toute l'écologie du système de soins. Donc finalement, j'avais envie de dire qu'en conclusion, c'est un plaidoyer en faveur de la responsabilité de chacun de ces multiples acteurs, des patients, des politiques, et que le débat ne peut pas être accaparé par les experts, mais doit vraiment faire l'objet d'un dialogue entre différents acteurs partenaires, et puis des séances comme celle d'aujourd'hui sont extrêmement valorisante et utile pour cela. On a une exigence, c'est un devoir de mise en commun des éléments démocratiques du débat, parce qu'on comprend les rôles et devoirs de chacun vers ce bien public particulier qui est cette solidarité qui est absolument essentielle. Et puis, attitude d'entraide envers le plus faible, le plus vulnérable, parce que ça peut forcément être moi, permet d'éviter des dérives. Au moment des états généraux de la bioéthique, sur Roselyne Bachelot, elle avait dit il faut vraiment faire participer le public aux décisions d'éthique. C'est un moyen pour la société d'exprimer ses valeurs démocratiques et de gestion de la diversité. Et ça permet de réfléchir sur finalement pourquoi est-ce qu'on pense ce que l'on pense et finalement qu'est-ce qui nourrit les décisions que l'on prend. Rappelez-vous le passage de l'implicite à l'explicite, parce que l'implicite, c'est très simple, c'est trop simple, ça empêche de réfléchir.
Et Roselyne Bachelot disait, il faut savoir s'affranchir de la logique sondagière qui procède par addition de points de vue séparés, ce qui produit l'illusion d'une demande factice. Et donc on est dans un... J'en termine sur une dimension de qu'est-ce que la décision bonne. Quand j'ai un conflit éthique, c'est que je suis tiraillé entre deux solutions. C'est le CID, percé jusqu'au fond du cœur, peut-être imprévu aussi bien que mortel. D'un côté, son père est l'offensé, l'offenseur le père de Chimène. S'il va dans le sens de Chimène, il a un déshonneur par rapport à son père. Et s'il suit l'honneur de son père, eh ben, il perd Chimène. Donc l'éthique, c'est le tragique. L'éthique, on est dans une dualité extrêmement difficile. L'éthique, c'est la recherche de la décision bonne. Et au niveau de la Commission européenne de Bruxelles, il y a une définition de la gouvernance. Et la gouvernance, ça associe un triptyque avec responsable. Je suis responsable de. Bien. Et c'est aussi comptable. Comptable, je suis responsable auprès d'eux. En français, c'est quasiment le même mot. Responsable, responsable d'eux, responsable auprès d'eux. J'ai écrit comptable parce qu'en anglais, c'est responsibility et accountability. Je suis comptable, je dois justifier mes propres actes. Rappelez-vous Georgina Dufoy qui... dans le scandale du sang contaminé, dit « Je suis responsable mais pas coupable ». Elle a 1000 fois raison. Elle est responsable parce qu'elle est ministre, donc elle est responsable parce qu'elle est en situation d'être ministre, mais elle n'est pas coupable, elle n'est pas comptable, parce que ce n'est pas elle qui a fait cette faute. Et pour la Commission européenne, entre responsable d'eux et comptable d'eux, eh bien, il y a une dimension éthique. Et l'éthique n'est pas quelque chose qui sépare les deux, mais pour la Commission européenne, l'éthique, c'est un élément qui, justement, inclut ces deux éléments, qui inclut le caractère responsable et le caractère comptable. Je crois qu'on a d'un côté le décideur, de l'autre côté le peuple, et que tout ceci doit pouvoir négocier, parler de manière absolument fructueuse. Et ma vraie dernière diapositive, c'est dans la gestion de ressources rares, c'est le retour sur une implication économique, mais finalement c'est la même chose que sur la greffe. Et on finissait sur le prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui disait que l'économie est une science morale. C'est parce que l'offre de soins aura été adaptée aux ressources du pays de manière ouverte, morale. On parle d'argent, mais on parle aussi de greffe, avec des critères de choix reconnus et explicites aux yeux des citoyens, qu'on pourrait espérer avoir réduite la question éthique difficile de ça. Donc au-delà de la tension entre l'autonomie et la solidarité, ma liberté, cette tension ne peut avoir de réponse que dans la recherche d'équité, c'est-à-dire dans la justice. Je vous remercie beaucoup de votre attention.